pour les plus rapides. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. C'est parti pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, une comédienne qui a prêté sa voix à l'un des plus grands succès mondiaux de tous les temps. Voix française d'Emma Watson, alias Hermione dans Harry Potter. Ses cordes vocales ont émerveillé l'enfance de millions d'enfants. Mais résumer ses carrières au doublage, évidemment, ce n'est pas la seule chose puisque son visage n'a cessé également de briller sur le petit écran de Trop la classe sur Disney Channel aux ombres rouges en passant par section de recherche. Elle vient ce matin nous présenter une fiction dans laquelle elle va enfiler une tenue de prisonnière, pas tout à fait comme les autres. Bonjour Manon Azem. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. Demain, 21h05, c'est la grande fiction événement d'M6, Prise au piège. C'est une fiction enracinée dans l'univers carcéral. On voit les images ici, notamment d'Élodie Fontan, avec cette belle tenue jaune de prisonnière. Aux États-Unis, c'est orange. Chez nous, c'est jaune. Vous interprétez une des prisonnières avec Élodie Fontan. Déjà, est-ce que, pour résumer cette série, pour expliquer tout de suite aux internautes, est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce de prison break à la française version féminine, ou est-ce que c'est trop réducteur? Alors j'ai honte, mais je n'ai jamais vu Prison Break, donc je ne peux pas répondre à cette question. Tout le monde me la pose. Alors oui, je dirais que ça peut ressembler peut-être parce que c'est dans une prison, mais c'est des filles. Orange is the New Black. Alors, un peu dans ce délire-là, je dirais un peu plus. Et en même temps, il y a un truc qui est très différent par rapport aux prisons américaines, enfin, en tout cas aux séries américaines, c'est qu'il n'y a pas ce rapport communautaire. Là, nous, on est juste avec Anna Rivière, fait par Élodie Fontan. Donc, du coup, c'est l'histoire d'une femme. On ne voit pas l'histoire de plusieurs femmes incarcérées avec leur histoire, leur soucis. Oui, effectivement, il y a l'actrice principale, on suit autour de... On voit cette descente aux enfers, on la suit. C'est la première fois que vous vous retrouviez en prison comme ça? Dans une vraie prison, oui. Parce qu'il s'avère que c'est une vraie prison. Oui, absolument, vous avez tourné. Donc, c'était assez bizarre parce qu'il y a quand même des énergies qui sont réelles. Donc on sent qu'il y a une espèce de karma d'histoire un peu intense et deep. Ouais, et puis il y a des moments où on rentre dans la prison qui est déjà sublimissime. Et puis on voit cette espèce de gravure dans les cellules, quoi, qui sont vraies. Donc il y a toujours un truc un peu, à un moment donné, tu dis, il y a la réalité qui se mélange avec la fiction et c'est un peu particulier. Pas évident, effectivement. Ouais. On est en direct, je le rappelle, avec Manon Azem. Nous sommes sur lefigaro.fr, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Allez-y, tout ce qui vous passe par la tête. Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série? Avez-vous suivi évidemment la carrière de Manon Azem? Avez-vous des questions? Avez-vous des suggestions, des remarques, des critiques? Je les demande, mais il n'y en a jamais. Oui, il n'y en a jamais. Absolument. Des compliments, vous n'hésitez pas. Tout ce qui vous passe par la tête, elle répondra à toutes vos questions après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Manon. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier. Je sens qu'il y a eu un petit carton là. Oui, effectivement, vous le sentez bien Nicolas. Votre nez fonctionne plutôt bien, effectivement. TF1 est arrivé en tête du classement avec la suite de la première saison du Bazar de la Charité. 6,3 millions de fidèles ont répondu présent, ce qui représente 27,8% de part d'audience. C'est un score considérable face à M6 notamment qui arrive deuxième, qui enfile la médaille d'argent avec la suite de la 14e saison de L'amour est dans le pré animé par Karine Marchand. Épisodes là Effectivement, oui, ça faisait. Oui, alors non, c'était pas les derniers. Il y a encore une dernière semaine. C'est l'avant-dernière semaine pour le Bazar de la Charité. Et donc, fort à parier que les scores soient aussi considérables pour l'épilogue de la série. Donc, sur la deuxième marche du podium, c'est M6 avec 3,6 millions de téléspectateurs qui ont répondu présents face aux agriculteurs au cœur tendre de L'amour est dans le pré. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 3 qui dégainait un numéro inédit de Secrets d'Histoire animé par Stéphane Bern, cette fois-ci consacré à Anne de France. 2,2 millions de Français se sont massés devant cet épisode inédit. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui tire son épingle du jeu et qui est leader TNT. Il s'agit de TMC et c'est normal, vous me direz Nicolas, puisque c'était un épisode de Star Wars. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Je sais que vous adorez ça. 1,4 million de cinéphiles se sont rassemblés devant ce long métrage. Plus que 3 petites semaines à attendre pour le nouveau qui va sortir. On voit le Bazar à la Charité, on voit les audiences incroyables sur TF1 et puis surtout on voit le casting, Audrey Fleurot, Josiane Basco, Gilbert Melki, c'est ce genre de fiction qui fait rêver, qu'on a envie de faire à la télé. Alors c'est TF1, c'est une chaîne concurrente d'M6, mais ça fait rêver ce casting, ce truc d'époque. Ouais. Moi j'ai un truc qui m'excite beaucoup, c'est les films d'époque. Les costumes. Les costumes. Et il y a un truc où tout d'un coup, c'est une autre dimension, quoi. Il y a d'autres décors, il y a un truc qui sort un peu du commun quand on fait pas mal de télé. Et c'est vrai que ça donne envie. Ça fait pas peur les gaines trop serrées. J'en rêve, moi j'ai envie de savoir ce que ça donne. Apparemment c'était assez douloureux. Camilou qui était sur ce plateau a dit que c'était assez tortureux. Ouais, et c'était pas évident. Mais ce casting-là, comme ça, on rêve d'en faire partie. Bien sûr, évidemment. Bon.
ce sera pour bientôt. Bah non. On poursuit ces infos médias, Damien, avec Laurent Ruquier qui a poussé un coup de gueule contre l'élection Miss France. Effectivement, l'animateur dont n'est pas couché, il est en colère, Laurent Ruquier, vous allez voir. Il a l'habitude de pousser des coups de gueule, mais celui-ci est particulièrement savoureux. Vous allez voir, l'animateur dont n'est pas couché sur France 2 ne porte pas vraiment le concours de beauté dans son cœur. Samedi, en deuxième partie de soirée, il présentait un nouveau numéro de son célèbre talk show. Et en guise d'introduction, Laurent Ruquier a choisi de dire tout le mal qu'il pensait de cette élection qui se tiendra, on le rappelle, la semaine prochaine en direct sur TF1, puisqu'il faut arrêter de regarder les femmes comme des objets, cesser de juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies. Je lance un appel, boycottons cette année l'élection Miss France, rien que ça. Voilà ce qu'il a entre autres déclaré face à la joueuse de l'équipe de France féminine de football Wendy Renard et l'acteur Franck Dubosc, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à exprimer leur désaccord face à Laurent Ruquier. Et hier d'ailleurs, les reines de beauté, certaines reines de beauté ont tenu à aussi exprimer leur désaccord sur Twitter, notamment Camille Serre a affirmé que l'on pouvait être Miss France et féministe, et un avis qui est également partagé par la reine de beauté en titre qui s'appelle Vaï Malama Chavez. Et je peux vous dire que je me suis entraîné toute la nuit pour prononcer ce prénom. Comme Laurent Ruquier, vous trouvez qu'aujourd'hui, à l'heure effectivement de la libération de la femme, de la parole, du mouvement MeToo, etc., l'élection Miss France a toujours raison d'être ou pas? C'est une tradition, elle est défendue par beaucoup. D'autres disent que ça n'a plus sa place, ce genre d'élection. Les hommes en ont une aussi, il me semble. Oui. Donc pourquoi si elle a envie, si cette nana a envie de participer, elle participe. Elle peut être Vous regardez vos Miss France, ces trucs que vous avez regardés? Alors j'ai beaucoup regardé avec mes copines. Ouais. Et évidemment, ce qui est super, c'est de juger. Ouais, évidemment. De juger les plus belles et les plus moches. C'est le concept. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de mettre des femmes dans des cases. Je veux dire, si on a envie de participer à ce genre d'émission, on participe. Bien sûr, très bien. Elles sont toutes consentantes. Elles sont toutes consentantes, on les force pas, bien sûr. Absolument. Libre. Damien, on termine avec le film de Michel Denisot, qui est sorti avec Franck Dubosc. On ne peut pas dire que ce soit le meilleur démarrage de l'année. Non, malheureusement, effectivement, dans son édition du jour, Le Parisien dévoile les chiffres du premier long métrage de Michel Denisot intitulé Toute ressemblance. Alors, il est sorti en salle mercredi dernier et ce film a attiré 66 000 spectateurs en seulement 5 jours. Alors, pour rappel, ce film porté par Franck Dubosc raconte le quotidien d'un présentateur de journal télévisé entre drogue dure, prostituées, soirées mondaines, strass et paillettes, bref, tous ces clichés. Ce film s'invite dans les coulisses du petit écran avec une ribambelle de guests, on le rappelle, comme Anne-Sophie Lapix, Gilles Boulot ou encore Patrick Poivre d'Arvor. Absolument. On reparlera effectivement du cinéma et de la télé dans quelques instants avec vous. Maintenant, puisque vous faites les deux, vous touchez un petit peu à tout, évidemment. Merci beaucoup, Damien. Fini pour aujourd'hui. Ah, c'est fini, Nicolas. Alors, on passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions et nous sommes en direct avec Mademoiselle. Mademoiselle, seule face aux caméras pour répondre évidemment à nos questions. On va parler de Prise au piège, qui est le nom de la grande fiction qu'M6 lancera demain à 21h05, dans laquelle vous jouez une prisonnière. Élodie Fontan est le rôle évidemment principal, une femme qui est en détention provisoire pour un meurtre qu'elle n'a évidemment pas commis. C'est toujours comme ça, les innocents vont toujours en prison. Comment va-t-elle faire, elle et vous, comment vous l'aider d'ailleurs, pour se mettre dans cet univers carcéral, évidemment, qui ressemble en rien à son quotidien, à cette héroïne? Alors, répétez la question. Non, je veux dire, comment elle va s'intégrer dans cet univers carcéral qui est... Elle va s'intégrer avec beaucoup de difficultés, comme n'importe qui, nous, êtres humains, qui tout d'un coup nous retrouvons dans une prison. C'est un monde qui est difficile, qui est dur, qui est violent. Et du coup, elle va tout faire pour se débattre et pour prouver son innocence. Elle sera aidée par son père et son frère, Jean-Hugues Anglade et Vincent Rottier, qui vont, dans le monde d'à côté, essayer de prouver l'innocence de leur fille et de leur sœur. Et moi, je joue la méchante, Malika, qui va tout... On voit tout de suite le ton. On comprend tout de suite. Elle fait des pompes dans sa cellule. Tatouée, brûle. Tatouée, voilà. Ouais. Elle parle à Élodie Fontan avec un ton très autoritaire. Voilà, oui, et il y a une espèce de dualité entre ces deux femmes et que j'ai trouvé intéressante au scénario, c'est qu'elles se ressemblent et à la fois elles se détestent. Il y a beaucoup d'animosité et en même temps de séduction et en même temps de désir et en même temps... Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est pas juste la méchante et la gentille. Il y a un vrai échange entre les deux. Malika, c'est une vraie dure à cuire. Elle est là parce qu'elle est là depuis plus longtemps que... Elle est là depuis plus longtemps, mais on ne sait pas pourquoi elle est là. Oui, absolument. Ça fait partie du suspense. Ouais. Et effectivement, c'est une dure à cuire, mais c'est pas... Pas que. Ouais. Il y a un truc un peu plus animal, un peu plus subtil qu'a voulu mettre Karim Ouaret, le réalisateur. Il voulait quelque chose d'un peu plus délicat, pas rentrer de force, quoi.
Voilà. Comment ce personnage-là vous a-t-il été proposé, Manon? C'est un truc que vous aviez déjà fait, ça? Une espèce de dur à cuire comme ça Non, c'est la première fois. Vraie méchante comme ça, c'est la première fois. Et alors, c'est assez jouissif. Ouais, c'est assez beau, agréable. Ça fait du bien. Ouais. C'est beaucoup plus agréable de faire les méchantes que les gentils en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de nuances, il y a beaucoup plus de matière et on a beaucoup plus de possibilités. Et c'est assez intéressant de défendre quelqu'un qui n'est pas défendable à l'écran. Donc c'était assez agréable. Et du coup, est-ce que Manika, on va dire, ce sera plutôt une alliée, une rivale d'Élodie Fontan? On va pas trop dévoiler, bien sûr, mais bon. Je dirais que c'est les deux. Je crois que c'est une rivale qui rêverait d'être son alliée, vraiment. Ah, c'est pas mal, c'est bien résumé. Bien résumé. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, on est sur le Figaro.fr également, on est partout aujourd'hui, vous pouvez poser toutes vos questions à Manon Azam. Alors une question de Stéphane qui souhaite savoir si votre regard sur la prison a changé après cette fiction. Malheureusement non. Non. Enfin, alors on a tourné à Breda en Hollande, Aux Pays-Bas, oui. aux Pays-Bas, et effectivement là-bas ils ont un rapport aux prisons qui est complètement différent que nous en France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de places en prison qu'ils les ferment. Parce que du coup, ils mettent des bracelets électroniques aux prisonniers et ça permet de vider ces prisons. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même intéressant. On pourrait peut-être un peu se tourner vers eux. Je sais que nous, nos prisons en France débordent. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il faudrait peut-être changer nos systèmes. En tout cas, moi, quand je vois leur prison à elles, je les trouve déjà particulièrement belles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une espèce de dôme assez impressionnant. Ouais. Et ils font moins vétustes que ce qu'on voit. Dans ce qu'on voit sur nos émissions à nous, ça fait un peu peur. C'est toujours un peu angoissant nos prisons à nous. Le souvenir que vous avez gardé de ce lieu, vous l'avez dit au début, c'est impressionnant, j'imagine, de tourner dans une vraie prison. Moi, pour moi, c'est le plus beau décor que j'ai vu. Ouais. Enfin, pas le plus beau, mais en tout cas le plus impressionnant. Impressionnant, ouais. Déjà par son ampleur, parce que c'est un dôme qui est d'une immensité rare. Ouais. Et puis le fait que ça soit un vrai décor, quoi. De tourner dans une vraie prison, il y a une vraie énergie. Et je pense que le tournage s'est aussi bien passé. On s'est vraiment très bien entendus tous, aussi parce qu'il y avait cette énergie de dureté autour de nous. Et je crois qu'on avait envie de se souder les coudes et être ensemble, mais c'était très impressionnant. Donc un décor comme ça peut unir une équipe, c'est ça? Ouais. Unir ou désunir. Ouais. En fonction de... On a eu de la chance. Comment vous êtes glissé dans la peau de ce personnage-là? Vous avez parlé avec des prisonniers, vous l'avez fait comme ça, comme vous le sentiez. Comment ça s'est passé? Alors, vous il faut savoir que ça va vite maintenant. On a peu de temps de préparation. J'aurais adoré aller dans les prisons, rencontrer des femmes, mais on n'a pas le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal travaillé avec Karim Ouret, le réalisateur, et la production. Et on s'est pas mal vu, on a pas mal discuté sur ce personnage et on n'avait pas envie d'en faire quelque chose, une nana un peu street banlieue, Kaira, énervée, un peu plus facile. Un peu caricature. Un peu caricature. Ouais. On avait envie de travailler sur une douceur sur ce personnage, de mettre une espèce de paradoxe entre cette femme qui est extrêmement dure et méchante et en même temps la douceur et la séduction qu'elle va amener pour choper Anna, on va dire. Alors, Prise au piège, c'est une adaptation d'une série espagnole qui s'appelle Vis-à-vis, qui avait été créée par Alex Pina, pour ceux qui connaissent. C'est celui qui a fait La Casa de Papel, la série maintenant mondialement connue de Netflix. Est-ce que c'est totalement fidèle à ce qui a été fait en Espagne ou pas? Est-ce que le réalisateur Non, ils ont complètement changé. C'est une adaptation. D'accord. Et d'ailleurs, on a décidé de ne pas voir Vis-à-vis. Ah, vous ne l'avez pas regardé? Je ne l'ai pas regardé. Élodie non plus, parce que déjà c'est une adaptation, et puis on a envie de créer nos personnages. On avait envie d'inventer quelque chose. On n'avait pas envie de copier. Je trouvais ça intéressant de créer moi-même mon personnage, de ne pas essayer de faire comme quelqu'un l'avait fait auparavant. Donc je ne l'ai pas regardé. J'attends de voir d'abord ma série Prise au piège, et après je regarderai Vis-à-vis, si j'en ai envie. Et c'est drôle, souvent les acteurs disent ça en disant « je parlais pour pas être influencé », mais vous pouvez regarder aussi et faire quelque chose de différent ou non? Il y a un truc, c'est ça. Il y a un truc où automatiquement on va lire la scène, on va se rappeler de ce qu'on a vu, on va avoir peut-être un automatisme qui va se mettre en route sur une vision de la scène, et j'avais envie vraiment d'être neutre, d'être vierge sur ce projet. Damien. Allez, Stéphanie sur Twitter souhaite savoir si c'est une série féministe, parce qu'elle souligne effectivement que c'est une série essentiellement portée par des femmes. Est-ce qu'il y a un message féministe dans cette série? Je ne crois pas qu'il y ait de message féministe. Je pense juste que c'est une série de femmes jouées par des femmes avec des rôles de femmes fortes. Mais il n'y a pas de discours tenu. C'est juste des femmes fortes qui ont la parole. Très bien. Par rapport évidemment à la série, à l'univers carcéral qui est vraiment très bien rendu dans la série, et on le voit notamment dans les images, cette espèce de couleur, de luminosité qui est assez forte.
Évidemment, en prison, il y a des mots crus, il y a des bagarres, c'est intense, il y a un langage qui est parfois très cru. Est-ce que vous avez dû atténuer un petit peu tout ça pour que ça puisse être diffusé simplement en prime time sur M6 ou vous avez fait attention dans le scénario, il y a des choses forcément, on fait toujours attention quand on est à la télé. C'est une fiction. C'est une fiction glamour. Il faut savoir que cette donc dans les prison... prisons, ça parle beaucoup plus bien violemment sûr, que dans la série, on est d'accord. Évidemment. Ouais. Cette prison, c'est une prison fiction, c'est-à-dire dans le sens où ça n'existe pas, ces prisons-là en France, où on a des costumes, où il y a cette liberté. Et donc c'est pour ça que la production et les réalisateurs s'est autorisé des libertés de jeu, de scénario, le mariage, toutes ces choses-là qui n'existent pas. Et du coup, effectivement, l'univers carcéral, il est réaliste au plus près, sauf pas dans toutes les situations, j'imagine. Pas dans toutes les situations. Mais, pas dans toutes les situations. Parce que c'est compliqué, on n'est pas là pour faire du vrai, c'est pas un documentaire, c'est une série. Donc il faut amener toujours un peu plus de... Comment je pourrais dire? Pas de paillettes, mais presque. Un peu de glamour, un peu de rêve. Même en prison, et même avec une combinaison Et même jaune. avec ce jaune qui est d'accord, très difficile à Vous avez porter. gardé votre tenue Ah mon Dieu que non. Non, vous l'avez pas Je gardé. l'ai pas gardé, je n'en veux pas. Alors, je vais revenir un petit peu aussi sur votre carrière à la télé, le public vous a connu notamment pour votre carrière sur Disney Channel, Trop la classe, ou plus récemment dans le personnage récurrent que vous aviez interprété dans Section de recherche, c'est sur TF1, avec Xavier Deluc et Franck Sémonin, qui viennent nous voir d'ailleurs régulièrement ici, dans Les Ombres Rouges, également sur C8. Comment vous arrivez dans Prise au piège? Vous avez fait plein de chaînes différentes, plein de choses. Comment vous êtes arrivé dans cette fiction-là On m'a contacté, on m'a proposé ce personnage pour faire un casting, un peu comme tous les projets. Et puis effectivement, le rôle m'a plu. Je n'avais jamais fait de méchante, en tout cas avec cette. C'est sûr qu'on est loin de Disney Channel, là, là, pour le coup, là, très très loin. On est très loin, et puis je trouvais ça hyper intéressant. C'était la première fois que je travaillais avec M6 aussi, avec tout ce casting qui me donnait vachement envie, avec ce réalisateur qui était un réalisateur un peu novice dans le milieu des séries françaises, et je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue jeune sur cette série-là. La production que j'aimais beaucoup, Quad. Et puis l'ensemble, le scénario. Avant tout le scénario, c'est-à-dire que quand j'ai lu les épisodes, je les ai lus d'une traite. Et ça, c'est en règle générale la meilleure des raisons. Quand on lit les 6 épisodes d'un coup, c'est très bon signe. En général, c'est plutôt bon signe. Alors, vous avez aussi débuté votre carrière de comédienne à l'âge de 10 ans, vous m'avez dit 11 ans, donc en doublant Emma Watson dans Harry Potter, c'est ça, Hermione, la série Hermione. Vous l'avez doublé jusqu'au 7, jusqu'au dernier, jusqu'au Relique de la Mort. Vous avez fait tous les Harry Potter. Cette expérience-là, qu'est-ce que ça mène? Comment vous aviez été choisi d'ailleurs? À 10 ans, vous étiez à l'école, en CM2, non? J'étais à l'école, je rentrais en 6e. Comment j'ai passé un casting. En fait, moi, j'ai commencé le doublage petit. J'avais commencé à 5 ans, donc j'ai appris à lire au doublage. D'accord, vous faisiez déjà ça? Ouais, je faisais déjà ça toute petite. Et du coup, quand j'ai passé le casting, ça a marché. Et je l'ai suivi pendant 10 ans. Donc j'ai été Hermione au collège et au lycée. Vous avez été, alors c'était déjà un phénomène littéraire quand c'est sorti. C'est énorme. Mais est-ce que c'est un truc dont on vous parle encore aujourd'hui, Manon? Ouais. Vous déjà? Oui, bien sûr, non, on vous en parle, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. J'ai la jeune génération, les enfants qui sont encore émerveillés par Harry Potter. J'ai les fans d'Harry Potter qui sont toujours là. Et puis effectivement, Harry Potter, ça a été quelque chose de très fort pour nous, génération 2000, quoi. Donc ça reste gravé, ouais. Il y a encore des trucs comme ça que vous avez en tête, des répliques d'Hermione ou des choses... mais je ne vais pas vous la faire. Ah non, vous pouvez pas le faire. Impossible. Non, vous pouvez faire, je ne suis pas ton hibou, vous ne pouvez pas le faire. Ton hibou, non, Un petit expert Je ne suis pas ton hibou. Mais vous n'allez pas reconnaître, donc je vais avoir honte, ça va être horrible. Parce qu'évidemment, la voix... Mais j'ai changé, donc du coup, à chaque fois, personne ne me reconnaît, c'est ridicule. Tous les comédiens l'avaient à ce moment-là. Damien. Alors oui, c'est vrai que votre personnage d'Hermione dans Harry Potter, en tout cas la voix, ça interpelle beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors sur Twitter, Valentin se demande si on gagne beaucoup d'argent quand on fait ce genre de travail. Alors oui, le doublage paye très bien, mais on ne gagne pas autant que les comédiens. Vous gagnez autant, bien sûr. Ah bah non, c'est-à-dire que sur un film aussi important, en fait, au doublage, on est payé à la ligne. Donc plus on parle, plus on est payé. Et à la fin, elle parlait beaucoup, Hermione Granger. Et elle parlait beaucoup. Hermione parle souvent, c'est vrai. Beaucoup. Vous n'avez pas gagné 200 millions de dollars comme Emma Watson. Bah bon, non. d'accord, très bien. C'était 200 millions d'euros. C'était pas de dollars, c'est pas changé. Au cinéma, on compte toujours en dollars, Damien. Un petit mot, parce que évidemment, vous faites aussi du cinéma. Vous en avez fait, vous faites de la télévision. Aujourd'hui, c'est la question courante qu'on pose à tous les comédiens qui viennent en télé. On s'aperçoit que la qualité des séries télé a beaucoup augmenté. On parle de Prise au piège, bien sûr, on parlait du bazar de la charité avant. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Manon, les rôles qu'on vous propose en télé sont plus intéressants que ceux qu'on propose au cinéma?
Plus non, mais ils deviennent de plus en plus intéressants. Moi, je me rends compte sur les 10 dernières années que les rôles qu'on me proposait... Bon, alors il faut savoir que ma carrière a évolué aussi, donc on me proposait pas les mêmes personnages et les mêmes rôles. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus que les rôles à la télé ont de plus en plus d'ampleur. C'est un peu moins cliché, on commence à gratter un peu, on essaie de sortir un peu des sentiers battus, un peu communs. Donc oui, j'ai l'impression que la télé se permet maintenant d'avoir une ampleur un peu plus intéressante, vraiment. Après, est-ce que les personnages ont autant d'intensité qu'au cinéma? Je sais pas, je dirais peut-être pas autant encore, parce que malheureusement, les productions n'ont pas le même temps de travail. Absolument. Voilà, donc, rappelle qu'en télé, on tourne très vite, au cinéma, il y a plus de temps. Alors, au cinéma, ça va vite aussi. Hein. Ouais. Moi, on m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir, au cinéma, tu prendras ton temps, c'est pas vrai, ça va aussi vite. Mais il y a quand même ce temps qu'on se permet d'avoir pour travailler le personnage, qu'on a moins en télé. Mais est-ce que c'est, j'allais dire, presque plus facile d'avoir un beau rôle en télé aujourd'hui? Il y a beaucoup de propositions. Au cinéma, c'est rare, il faut être bankable, les films ont du mal à se faire. On voit que même un film de Michel Denisot avec Franck Dubosc ne marche pas. Et pourtant, il y a des comédiens et des acteurs. C'est compliqué, non? Bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, le cinéma, c'est très compliqué, l'industrie devient dure. Et le cinéma et les séries françaises se permettent maintenant d'avoir une place un peu plus présente. Et ils ont raison. Et donc, du coup, effectivement, les persos sont plus intéressants. On se permet de toucher à des sujets aussi plus intéressants, comme là, les sujets de prison française féminine. Donc, oui. Il y a toujours cette espèce de petit snobisme en France entre télé, cinéma, des acteurs. Alors, on voit beaucoup d'acteurs de cinéma qui viennent en télé ces derniers temps. Il y en a qui font facilement les deux, mais on a l'impression que parfois, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais. Bah, c'est vrai que je me rends compte que... au départ, j'avais une espèce de truc dans ma tête en me disant « je veux faire du cinéma parce que c'est plus chic ». Et puis en même temps, quand je regarde la télé, je vois tous les acteurs de cinéma qui me font rêver, qui sont à côté de moi, dans la chaîne d'à côté, quoi. Donc, mais dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Vous qui venez de la télé, c'est plus compliqué. Effectivement, c'est plus compliqué. Parce que on appartient à un truc qui est un peu moins chic, un peu moins glam, un peu moins intellectuel, arty. Mais j'y crois toujours. Après, moi, ça m'est arrivé de refuser des longs métrages parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de mes exigences. Et d'accepter des projets télé qui étaient pour le coup très intéressants. Bien sûr, oui, on ne fait pas que du cinéma. Mais non, pour le cinéma, bien sûr que non. Il y a des projets ciné qui ne sont pas ouf, et des projets télé qui sont vachement bien. Faire par exemple 2, 3, 4 millions, je ne sais pas combien fera prise au piège, on peut espérer un beau score. C'est mieux de faire 3 millions en télé que de faire 50 millions en ciné. Bien sûr. Après, moi, je vous avoue que les chiffres, ce n'est pas un truc qui me parle. Moi, c'est surtout... 3 millions en télé, au cinéma, c'est rare de faire 3 millions. C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare, mais moi, quand je choisis un projet, je ne vois pas le projet en mode blockbuster. Combien de spectateurs? Non, moi, ça m'est arrivé de refuser des projets qui s'annonçaient très bien, et j'avais pas envie. Et qui l'ont été ou pas après? Et qui l'ont été. Genre quoi? Non, je dirais pas, les gars, j'arrive pas. Pardon, je tourne, mais j'adore. Oui, j'ai refusé bien Michel Ch'ti, Intouchable, quelques films. Et regardez comme je suis heureux. Non, mais je trouve que, moi, en fait, je choisis le projet parce que j'en suis fière et parce que ça m'emballe et parce que ça m'excite. Et si c'est pas le cas, je le fais pas, quoi. Damien. Allez, Patrick sur Twitter souhaite savoir si vous pourriez à l'avenir reprendre votre rôle de Sarah Casanova. Mais on me pose dans cette section de question recherche. Bah tout oui, le temps. tout le monde veut vous revoir aussi dans cette série. Mais je suis C'est une série qui cartonne en plus, section Oui, vous êtes recherche. revenu, mais de façon très populaire. Je suis revenu 2 fois. Oui, 2 fois. Il va falloir donner un peu plus si vous voulez contenter les internautes. Non, alors je vais pas revenir. Je vais pas revenir parce que toute bonne chose a une fin, et que j'en ai fait longtemps. Et que j'ai envie de faire d'autres personnages. J'ai besoin d'interpréter d'autres personnages. Sarah Casanova, ça a été super. Je l'adore, j'adore toute l'équipe. Mais il faut savoir prendre son envol. Et la production essaie de vous retenir par le col? Non, mais on s'est mis d'accord. C'est-à-dire que quand je suis partie, je leur avais dit, écoutez, si vous voulez qu'on se fasse une belle finale, si vous voulez que je revienne à un moment donné, avec grand plaisir. Ils me l'ont proposé, je suis revenue. On a fait ces 2 épisodes en Nouvelle-Calédonie qui ont été formidables. Vraiment, j'en garde un souvenir incroyable. Et ça a été la fin. Voilà. Votre personnage n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Bon, donc on ne sait jamais. C'est ça. On ne sait jamais. Mais c'est ça. Il y a toujours une petite porte de sortie, toujours une porte de rentrée, de re-rentrée en rentrée, l'occurrence, une porte de rentrée. Juste un petit mot, l'actualité du cinéma a été récemment marquée, notamment par les déclarations de Adèle Haenel, cette actrice qui a pointé du doigt le réalisateur qu'elle avait accusé d'agression et de harcèlement sexuel. Est-ce que le fait que tout ce mouvement MeToo soit venu à la base des États-Unis et prolonge en France par des comédiennes, par des actrices comme vous, Manon, c'est quelque chose d'important? Est-ce que ça a eu une portée importante pour toutes, d'ailleurs, les autres femmes de la société après Bien sûr. Vous êtes fière de ça? Je suis fière, je trouve ça admirable. Je félicite ces femmes qui prennent le courage de prendre la parole pour parler d'un sujet qui est quand même très intime et très douloureux. Et grâce à Adèle et à toutes ces femmes qui parlent, ça Lucie permet... Lucas récemment, la comédienne de Clem aussi. De Clem, bien sûr. Je pense que oui, ça fait du bien et ça peut permettre peut-être de remettre les choses à leur place. Et
et de traiter ce sujet qui est quand même beaucoup trop complexe et enfin je trouve ça intolérable. Moi. Encore en 2020, je trouve ça intolérable. Donc vous, dans votre carrière de comédienne, vous avez déjà subi ou été témoin de ce genre de choses, je ne vous demande pas de nom, quoi que ce soit, mais de ce genre de propositions, de harcèlement, qui soit moral, qui soit sexuel. Il y a une espèce de séduction qui est un peu gênante. Effectivement, dans ce milieu, il y a ce truc de séduction qui fait partie du jeu, où parfois on se sent rentrer dans une espèce de truc un peu infernal, où tout le monde commente son physique, se permet de faire des remarques, et malheureusement, je ne sais pas si c'est que dans ce milieu, mais effectivement, quand on est une femme, c'est très courant. Et ça change, et c'est en train de changer, et les mentalités changent, et je trouve ça formidable. Et donc, évidemment, je félicite toutes ces femmes qui prennent la parole. Est-ce que la marge, elle est grande entre ce qui est un peu gênant ou mal à l'aise et ce qui devient après du harcèlement, ou est-ce que c'est toujours c'est assez subtil. Ouais, c'est assez subtil. Moi, j'arrive avec humour à replacer tout de suite la chose, tout de suite en fermant la porte. Mais il y a des moments, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune sur des plateaux, j'ai eu affaire à des moments où je dois essayer de me battre parce que j'avais dit que je voulais pas faire cette scène nue et que tout d'un coup la production me dit mais si, tu vas la faire nue. Non, on s'était mis d'accord, je vais pas la faire nue. Et puis tout d'un coup, on se sent gêné, on se sent pris de court et puis heureusement j'ai eu la force de tenir tête et de dire non, on suit ce qui est écrit dans le contrat. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Si on n'a pas les épaules pour, si on n'a pas la voix pour, c'est pas facile. Damien. Allez, une question de Jérôme sur Twitter qui souhaite savoir si vous regardez La Casa des Papel. Parce que c'est effectivement le créateur de la série qui est aussi sur Prise au piège. Et quel est votre personnage préféré? Vous vous identifiez à qui dans La Casa des Papel? Alors moi j'adorais… Tokyo. Non, pas Tokyo, l'autre. Ah, Nairobi. Celle qui commande un peu tout. Elle est formidable, Nairobi. Un gros suspense sur elle d'ailleurs, sur la dernière saison. Mais j'ai pas vu moi la dernière saison. Damien est un peu en retard là. On ne dira pas. C'est une actrice formidable. Damien va rattraper ça dans quelques instants. On finit tout de suite ce buzz avec notre rubrique sucré-salé, c'est tout de suite. C'est sucré, c'est salé, peut-être que vous aimez les deux, Manon, mais là, il va falloir faire un choix. Je vous fais deux propositions et vous devez choisir évidemment une seule. Si je vous dis plutôt Jean-Hugues Anglade ou plutôt Élodie Fontan, choisissez lequel. Ah bon, voilà, votre copine. Vous êtes rebelle ou plutôt conformiste? Je suis plutôt conformiste, je crois. C'est vrai? C'est une fausse image. Ouais, non, je suis assez droite, hein, j'ai peur de la police, je fais très attention. Non, je suis plutôt conformiste. Plutôt méchante ou plutôt gentille? Plutôt gentille. Dans la vie et à l'écran? Plutôt gentille et à l'écran, plutôt méchante. Vous aimez bien les méchants hein, maintenant, à l'écran? Je veux que des méchants. Plutôt comédie ou plutôt drame? Alors j'aurais dit drame, mais là en ce moment j'ai envie de faire de la comédie. Ouais. Ah ouais, j'ai envie, ça me manque, j'ai envie de faire des blagues, ça y est. Une grosse envie. Très bien. Et la télé ou le cinéma, pour finir? J'ai envie de dire ciné. Ça reste le rêve. Ouais, un rêve de petite fille, j'ai envie d'y aller là. Bon, le cinéma sera pour Manon Azem bientôt, mais en attendant, je rappelle évidemment qu'on la retrouvera à la télévision. Ce sera demain soir, hein, on ne manque pas cette série. Prise au piège, ce sera à 21h05 sur M6. Vous qui nous regardez, évidemment, vous serez présente au rendez-vous. Élodie Fontan et évidemment un casting incroyable, Jean-Hugues Anglade, beaucoup d'autres. Ce sera demain soir, 21h05. Et nous, Damien, on sera là demain encore. C'est pas la grève, on sera encore là. Ah non, on sera là demain, on espère en tout cas. Normalement, il y a des trains avec une wedding planeuse. Si demain vous voulez vous marier d'ailleurs, vous pourrez poser toutes vos questions à cette femme qui incarne 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. Il s'agit d'Élodie Vilmus que nous recevrons donc sur ce plateau. Ce sera demain 9h30, soyez présents au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.